Je suis biographe. Un biographe, c'est une personne qui recueille des récits de vie. Et la particularité, c'est que je suis biographe à l'hôpital ou à domicile, mais auprès de personnes très gravement malades et ou en situation palliative. Ça, c'est mon métier depuis maintenant 17 ans, parce que j'ai commencé en 2007 dans un service de cancérologie à l'hôpital de Chartres, où je suis toujours. Peut-être aussi, j'aimerais parler de ce que j'aime faire, c'est transmettre. Alors, je fais pas mal de conférences. Je forme également des individus à cette démarche et j'interviens dans des programmes de facultés, des facultés de médecine ou autres. C'est avant tout une idée qui est venue un matin. C'était assez étrange, mais c'est ainsi. Les idées, on ne sait pas d'où elles viennent. Mais cette idée, en tous les cas, elle s'est imposée. Tout mon entourage me disait, Valéria, vraiment, c'est une drôle d'idée. Tu ne seras pas du tout adaptée. Mais voilà, au bout de 48 heures, cette idée, elle s'est transformée en évidence. Je suis devenue biographe familiale ou privée, puis je suis devenue bénévole accompagnante auprès de personnes très gravement malades. En avril 2007, j'ai rencontré cette équipe merveilleuse en oncohématologie de Chartres. À un moment donné, nous nous sommes aperçus avec l'équipe, parce que les médias ont commencé à venir dans le service, que ça n'existait pas. Nous avons été très étonnés. Il n'y avait rien sous cette forme, à savoir un individu qui fait partie intégrante d'un service. Comme il y a eu des médias, il y a eu de nombreuses demandes pour être formés. Donc on a décidé, toujours avec mon équipe, en fait ce sont vraiment mes piliers, hein, mais on a décidé de créer une association en 2010. C'est aussi à cette période-là où moi j'ai eu la chance d'être salariée par l'hôpital, qui ne savait absolument pas dans quelle case me mettre. Et en 2010, l'association Passeurs de mots et d'histoire est née. Et c'est une association qui a pour but de, bien sûr, promouvoir la démarche et la développer. Elle est devenue comme une sorte de chef de file pour la biographie hospitalière aujourd'hui en France. Donc cette association est née en 2010. J'ai formé une cinquantaine d'individus. Et puis aujourd'hui, on est 23 ou 24, ce qui représente des centaines d'individus qui peuvent être accompagnés et des milliers de bénéficiaires, parce que au-delà des personnes biographées, il y a les destinataires également qui vont recevoir le livre, les aidants et puis les soignants. On peut regarder les qualités un peu requises. Il nous semble que la simplicité dans la rencontre est un élément majeur. Il y a ça déjà, une posture assez simple, une relation à l'autre dans une grande altérité. Il y a des petits points de vigilance à ne pas aller chercher à cet endroit-là, dans cette rencontre intime avec l'autre, des réponses à son trouble personnel, par exemple. Donc il faut être dans une forme de simplicité, une certaine forme, bien sûr, aussi de professionnalisme, mais ça, on va voir comment on acquiert les compétences professionnelles, une forme de légèreté, humilité. Bien sûr, après, il y a les compétences d'écriture, etc., mais ce c'est vraiment pas sur le premier plan. Le premier plan, c'est cette qualité d'accueil de l'autre, d'écoute et de tranquillité dans le cœur, quoi. Ça, c'est peut-être pour le savoir-être. Et par rapport aux compétences, il y a plusieurs pistes. Il y a aujourd'hui cette chose incroyable de diplôme universitaire. Le profil du public est assez vaste. Soit on est soignant, soit on est plutôt de l'autre côté de l'écriture, journaliste, biographe aussi, hein, ou auteur. Pendant une année, à raison de 150 heures, on va apprendre le métier, apprendre à tenir parole et rendre parole, réfléchir aussi sur l'éthique, sur la philosophie du soin, comprendre qu'on n'est ni auteur ni sauveur. Pour être accepté à cette formation, il faut déjà avoir écrit des biographies et avoir été soit soignant, soit bénévole accompagnant. Il y a deux DU qui existent, biographie hospitalière, un à Lille, un à Toulouse. Et à la rentrée prochaine, nous allons créer un diplôme interuniversitaire avec la faculté de Lille et la faculté de médecine aussi de Strasbourg. Bien sûr, mon cœur de métier, c'est la biographie hospitalière.
dans un service d'onco-hématologie à Chartres, auprès des personnes très gravement malades. Je donne également des cours, j'encadre un diplôme universitaire, je fais de la recherche, je forme des gens, je vais chercher des financements, parce que ce n'est pas du bénévolat. Tous, on est rétribués. Très, très peu d'entre nous sommes salariés. Très, très peu. Et c'est à chacun aujourd'hui, avec son équipe et l'hôpital, d'aller chercher des financements. Il n'y a pas de pérennité financière, hein. Il faut toujours aller le chercher. J'ai eu la chance d'aller souvent au ministère de la Santé et l'idée, c'est de travailler ensemble sur une fiche métier, aller vers la reconnaissance d'un nouveau soin, dit soin de support. Mais tout ça est assez long. Mais j'ai bon espoir parce que j'ai la sensation aujourd'hui, qui plus est après la pandémie que nous avons connue et malheureusement toutes ces situations dramatiques, de ne pas pouvoir laisser trace, de ne pas se raconter. Chacun comprend bien la nécessité de transmettre, que l'on ait 30 ans avec deux jeunes enfants ou que l'on ait 80, que l'on ait des pathologies dégénératives cognitives ou d'autres pathologies dégénératives comme le cancer. La particularité de la biographie hospitalière Passeur, c'est que nous faisons partie intégrante d'une équipe. Si l'on reprend cette jeune maman qui va dire, ben voilà, à Noël, je pense que je ne serai plus là. Et c'est source évidemment d'une angoisse sans nom. Et le médecin va entendre, il va lui dire peut-être que pour vos deux jeunes enfants, vous seriez intéressé pour laisser le livre de votre histoire et à ce moment-là, le médecin ou l'infirmier ou l'aide-soignant qui aura fait la proposition va en parler au biographe hospitalier. Et par exemple, si c'est moi, je vais aller me présenter, expliquer bien sûr à cette personne qui en a entendu parler ou pas du tout, comment ça se passe. On va se voir le nombre de fois qu'il faut. Il y a des individus en 5-6 séances, 7 séances d'1 heure, c'est déjà rondement mené. Et puis, il y en a d'autres. Ce sont des dizaines de séances. Les passeurs peuvent faire ce que l'on appelle des biographies minutes express. C'est un entretien et ça a autant d'importance que 10, hein, notamment pour l'individu qui va retrouver une espèce de verticalité, mais aussi pour la famille qui va recevoir le livre. C'est extrêmement précieux, les mots, parce que quand je le lis, il est là. On entend son souffle, on entend ses expressions, et puis parfois même, je vais présenter, la personne a très envie. Là, par exemple, demain, j'ai une conférence à Épinal. Je ne suis pas là, du coup, je vais peut-être revenir vendredi. La personne sera décédée, mais le médecin de me dire, Valéria, ne t'inquiète pas, elle était déjà en chemin, en processus. Elle a fait le travail. Elle a raconté beaucoup à sa famille et elle est décédée, si l'on peut dire, apaisée. Parce qu'elle a vidé son sac à dos, en fait. Alors oui, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de livre, mais elle déjà, elle est sereine. Ça veut dire que pour les soignants, c'est une mort. La mort, c'est toujours une tâche aveugle, hein. C'est une fracture, un chaos. Mais pour mon équipe, c'est quelqu'un qui va moins les solliciter, qui va moins appeler, qui va être plus tranquille. Donc il y a moins de médication. Donc tout le monde s'y retrouve. Lui, avant tout, sa famille, d'être dans le partage, de voir que le papa ou le grand-père, il est parti allégé. Et pour l'équipe aussi. Et après, si on est un peu méta, bah, l'hôpital va dépenser moins d'argent aussi, parce qu'il y a moins de traitements. Enfin, voilà, du coup, c'est multifractal, quoi. On apprend vraiment avec ce métier à lâcher totalement, à ne s'attendre à rien pour être prêt à tout. Initialement, lorsque j'ai eu l'idée de la démarche, pour moi, il était évident que le livre était à remettre à la personne biographiée, au patient. Mais il s'avère que la réalité, elle est tout autre. Parce que l'individu, ben, souvent meurt déjà pendant la démarche. Lorsque ça n'est pas le cas, lorsqu'il va au terme de l'aventure, alors voilà, on se dépêche tous les passeurs, on se dépêche pour rédiger, pour demander graphiste de mettre toutes les photos, parce qu'on peut aussi mettre des photos. Je presse toute ma petite équipe de façonniers, l'imprimeur, le relayeur d'art, et voilà. Et dans ces cas-là, je peux remettre de son vivant à l'individu son cahier sur lequel j'ai pris des notes. Bien sûr, le livre, très très beau livre, de 1 à 3 exemplaires. Et puis, il a une petite carte avec un lien sur le cloud. Il y a son livre qu'il peut lui-même, à loisir, reproduire. Et c'est un moment très fort.
Très, très fort. Pour moi, encore après 17 ans et des centaines d'accompagnements, c'est encore un moment extrêmement, ouais, puissant, quoi. Et dans les autres cas, eh bien, le livre est remis à un destinataire qui a été nommé pendant l'aventure. On a fait une recherche et on s'aperçoit que finalement, quand on remet très très vite le livre après le décès de la personne biographiée, qu'on le remet au destinataire, ils le lisent, oui, très vite, ils sont très contents. Mais alors tout aussi vite, ils le mettent dans un endroit où vraiment ils ne veulent plus le voir. Pourquoi? Parce que là, le livre est associé à la perte, à la souffrance, à la douleur. Donc, on a bien compris ça. Aujourd'hui, on remet le livre à minima 9 mois après le décès, et voir, il y a des familles, des fratries qui le demandent des années après. Et voir, il y a des familles qui ne viennent jamais. La première des réactions, c'est l'émotion, beaucoup d'émotions. Et puis, lorsque c'est au destinataire, ils me disent, vous savez, Valéria, ce livre, c'est quelques pages, parfois c'est 20 pages, parfois c'est 80, parfois c'est 100. C'est ça qui va m'être le plus précieux. Et en plus, je vais le transmettre à mes enfants, qui eux-mêmes vont le transmettre. Il y a des bénéfices avant la démarche, il y a des bénéfices pendant la démarche. Évidemment, les bénéfices ne sont pas les mêmes que l'on soit la personne biographiée, le patient, que la famille et que les soignants. Et puis, il y a des bénéfices après la démarche, pareil pour les patients, pour les destinataires et pour les soignants. Et bien sûr, encore au-dessus pour la société. Le premier bénéfice du patient, c'est peut-être d'être reconnu en tant encore que sujet, sujet pensant, sujet vivant, avec envie de donner du sens à son existence, de transmettre. Et puis on a pu s'apercevoir que ça soulage des douleurs, qu'elles soient physiques même, voire même psychiques, alors que, encore une fois, on n'est pas du tout psychologue, hein. Des douleurs existentielles aussi. Mais qui suis-je, où vais-je et eux-mêmes font le travail. C'est ça qui est merveilleux, c'est que moi, je ne fais rien. Le biographe ne fait rien, il écoute. Pour les destinataires, un enfant qui un jour reçoit le livre de sa maman, il a 12 ans et il lit Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je me dis que cet enfant qui a perdu sa maman, plus tous les souvenirs, eh bien, il va se construire peut-être un peu plus plein. Bien sûr, il y a la peine, mais quand il veut, il pourra relire, et c'est vécu, hein, il pourra relire sa petite maman qui est à côté. Donc, combien de fois j'ai entendu, ben voilà, c'est comme si elle était là, elle m'accompagne, c'est comme si je recevais un câlin. C'est une sorte de lien entre celui qui est mort et celui qui est vivant. Et puis pour les soignants, ça permet vraiment de s'intégrer au sein d'une médecine humaniste, de sortir de la technicité pour aller vraiment vers leur art, parce que c'est vraiment un art, hein, de soigner. Bah, quand on est très gravement malade, on est beaucoup plus isolé. Alors quand on va mourir, ça se rétrécit. Alors déjà, soi-même, en soi-même, on est tout rétréci parce qu'il y a moins de champs des possibles, hein. Donc c'est vrai que d'avoir une rencontre avec quelqu'un qui propose quelque chose que l'on n'avait jamais imaginé, ça redonne de la force. Parce que moi, je m'intéresse à vous et vous avez une vie unique. Donc, elle est exceptionnelle puisqu'elle est unique. Peut-être je pourrais raconter une histoire. C'est une maman, elle a 50 ans, elle s'appelle Véronique, elle a un fils unique. Elle va mourir, mais on arrive à faire un récit complet et je sais comment son fils va réagir. Son fils, il a 25 ans, il ne connaît pas l'identité de son père. Donc évidemment que la seule chose qui l'attende, c'est le nom de ce père inconnu. Et moi, je sais qu'il n'y a pas ce nom. Et la maman, elle a expliqué dans le livre pourquoi il n'y a pas le nom de ce père. Donc, je remets le livre à la grand-mère, le fils ne vient pas. Et la grand-mère m'appelle et elle m'explique qu'il a pris le livre et qu'il l'a jeté dans le salon de rage, de colère. Et je comprends. Et elle me rappelle 6 mois plus tard pour me dire, vous savez, Valéria, mon petit-fils, il a relu le livre. Je dis, ah oui. Et il a compris.
Et moi, rien que ces mots-là, ça m'a suffi parce qu'en fait, cette mère, toute sa vie était centrée sur son fils unique. Et vraiment, après des centaines de récits, je n'ai jamais, jamais, jamais écrit de nouveau une ode d'amour comme ça d'une maman envers son fils. Aujourd'hui, en 2024, la fin de vie, depuis maintenant quelques décennies, elle est très médicalisée. Ça veut dire qu'on meurt à l'hôpital, souvent assez isolé. Et lorsqu'on veut mourir chez soi, si je prends l'exemple d'Eure-et-Loir où c'est un vrai désert médical, c'est souvent dans des conditions assez désastreuses. Parce qu'à 4 heures du matin, il n'y a personne qui va venir quand on étouffe. Donc, c'est compliqué parce que il y a comme des espèces de dissensions. Bon, on parle de l'accompagnement de fin de vie, des soins palliatifs, de l'euthanasie, du suicide assisté. On ne sait pas trop vers quel chemin l'on va. Ce qui est certain, c'est que la mort est taboue. Elle est obscène, obscène dans le premier sens du terme, en dehors de la scène. C'est-à-dire que il vaut mieux créer des maisons de soins de fin de vie ou de d'unités de soins palliatifs, mais dans la forêt, très très loin de la société, hein, un peu comme les lazarettes au temps de la peste, où on prenait le bateau et puis on mettait ces individus sur très très loin. Je suis vraiment de culture palliative, mais j'œuvre pour que se développe, comme au sein de mon service, une équipe formée à l'accompagnement pour les personnes très gravement malades ou en situation palliative. Ça, c'est la première des choses. Et puis, où il y ait une vie sur plein de niveaux. Nous, dans un service d'oncohématologie, par exemple, il y a ce que l'on appelle des lits dédiés, soins palliatifs, à savoir que sur 20 chambres, il va y avoir la personne qui va guérir de son cancer du sein. Il va y avoir des rémissions, il va y avoir une rechute, il va y avoir des gens qui vont mourir. Mais en fait, nous faisons société, nous faisons corps ensemble, ce qui permet moins d'épuisement aussi pour les équipes. Et puis surtout, on est ensemble, on est dans la continuité de soins, on est dans la loyauté par rapport à l'autre qu'on accompagne du début à la fin. C'est terrible, sinon, même dans des unités de soins palliatifs où on envoie les gens 2 jours avant de mourir. Alors, heureusement, de moins en moins, c'est le cas. Il y a des unités de soins palliatifs où les individus, ils viennent, ils peuvent ressortir, et ça peut durer des mois aussi. Mais en France, il y a tellement de pédagogie à faire sur ce que ça veut dire situation palliative, parce qu'on confond situation palliative, soins palliatifs, phase terminale. On doit user de beaucoup, beaucoup de pédagogie parce que, il faut le dire, aujourd'hui en France, on ne meurt pas forcément bien. On manque de personnel, enfin, on ferme des lits, comment bien s'occuper de l'individu quand un, on n'a pas le temps, quand deux, on n'est pas formé, et puis la douleur. Du coup, on peut regretter que ce soit très médicalisé, mais comment faire? Moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Ça fait quand même 17 ans que je suis à cet endroit. Je vois l'évolution, effectivement, d'une médecine à deux vitesses, très clairement. Au demeurant, je vois des initiatives très, très intéressantes sur l'accompagnement de la fin de vie, sur la vulnérabilité, notamment. Il faut vraiment œuvrer pour accompagner l'autre d'une manière très holistique, peut-être un peu moins médicalement, il faut les deux en fait. Il faut ce savoir-faire médical pour ne pas qu'il y ait de souffrance et d'un autre côté, il faut pouvoir l'accompagner autrement et vraiment que toute la société, on le sait hein, depuis des millénaires, une société qui ne s'occupe pas de ses mourants, c'est une société qui va à sa perte. Et là, pour moi, je vois un sursaut. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives où je vois des relais et en ça, je suis optimiste. Il faut continuer d'œuvrer avec joie. On se rend pas compte, mais la vie, ça va très, très, très vite. C'est comme un souffle. C'est comme un papillon qui va battre 3 mouvements d'ailes et ça peut se terminer très vite. Et même si ça se termine quand on a 100 ans, on a toujours en soi la petite voix de l'enfant de 8 ans et on peut toujours être aussi espiègle et on se dit mince, mais c'est passé tellement vite. Profitons des uns et des autres, soyons ensemble et mettons le plus possible de côté conflits et aigreur.
profitons de chaque instant, parce qu'il n'y a que celui-ci de vrai. Moi, lorsque j'ai fait part, voilà, à mon entourage, mon mari, ma famille, mes amis, que j'avais le souhait de ce métier, ils m'ont totalement déconseillée parce que je suis une pleureuse, mais incroyable. C'est-à-dire que moi, je regarde les dessins animés, mais avec mes enfants, même quand ils avaient 2 ans ou 4 ans, hein, je pleure. Mais c'est catastrophique, mais c'est dingue. Je vois des oiseaux dans le ciel, je suis tellement... Alors moi, je pleure pas de tristesse, jamais, ou quasiment jamais. Mais moi, un rien me... Là, il y a un peu de pluie sur le carreau. Ben, je peux être émue parce que je trouve ça beau, ça fait un dessin et ça me va pas du tout en s'arrangeant, hein. Du coup, ils m'ont dit, un, t'as peur des médecins, les blouses blanches, t'as horreur, tu t'évanouis, tu vas même pas faire tes prises de sang, tu prends jamais de médicaments, c'est une cata. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à cet endroit? Qu'est-ce que tu vas pouvoir... Donc voilà, mais en fait, ça a été beaucoup plus grand que moi. Mm.